Quel sera le contexte stratégique des 10 prochaines années? À quelles menaces la France et l'Europe seront-elles exposées? Quels seront nos engagements, éventuellement militaires, pour y répondre? Bref, quelles seront nos ambitions stratégiques? C'est à vous, Arnaud Danjean, qu'Emmanuel Macron, sitôt élu, a demandé de réfléchir à ces questions cruciales. Vous êtes député européen, spécialiste reconnu des questions de défense, et vous avez travaillé à la tête d'un comité de 16 personnalités, des militaires, des diplomates, des spécialistes, pour produire cette revue stratégique que vous avez remis, que vous venez de remettre au président de la République. Alors cette revue stratégique, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses grands axes? À quoi va-t-elle servir? Va-t-elle être utile? C'est toutes ces questions, ces vastes questions que nous allons vous poser. Donc une revue stratégique. On parlait il y a quelque temps encore de livre blanc, une entreprise longue qui durait des mois. On a décidé d'être beaucoup plus court et ramassé cette fois-ci. Oui, le livre blanc qui faisait référence, c'est le livre blanc fait en 2013, donc élaboré au cours de l'année 2012, dont la plupart des prescriptions restent valides. Donc le but n'était pas de refaire un exercice et, si vous me permettez l'expression, de réinventer la roue. Le but était d'actualiser, le but était de tenir compte des événements importants qui se sont passés depuis 2013 et qui ont façonné notre environnement stratégique. En 2013, nous n'avions pas eu encore le conflit en Ukraine. En 2013, nous étions au début de notre engagement au Mali. Mais au moment où le livre blanc a été conçu, nous n'étions pas encore engagés dans l'opération Serval puis Barkhane. Nous n'avions bien sûr pas eu encore les attaques terroristes massives sur notre sol et sur le continent européen. C'est quand même des événements majeurs, c'est pas forcément des ruptures, parce qu'on avait senti les prémices de ces phénomènes, et le livre blanc avait d'ailleurs mentionné le terrorisme, le retour possible de la guerre ouverte à nos frontières comme des possibilités. Tout ça s'est matérialisé, et tout ça s'est matérialisé avec sans doute plus de rapidité, plus d'intensité et plus de violence qu'on ne l'avait anticipé à l'époque. D'où la nécessité de réactualiser les choses. D'où la nécessité ressentie par l'exécutif français de dire, voilà, pour les prochaines années, nous devons adapter notre communauté militaire et nos engagements militaires à une nouvelle réalité stratégique qui s'est dessinée au cours des 5 dernières années, et qui va sans doute continuer d'évoluer. Notre travail était donc à la fois un état des lieux, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et puis un état aussi prospectif, la situation telle qu'elle va sans doute être dans les 5 à 10 prochaines années, et donc les conséquences pour nos forces. Sur les menaces qui se profilent, comment les décrire? À quel constat êtes-vous parvenu? Nous avons d'abord, encore une fois, tenu compte de l'état des lieux, et l'état des lieux, il est très préoccupant. L'état des lieux, je n'apprendrai rien, mais ça va parfois mieux en le disant ou en le décrivant, c'est ce que nous faisons dans cette publication. L'état des lieux, c'est d'abord des menaces qui vont persister. Les menaces auxquelles nous faisons face aujourd'hui, et depuis quelques années, sont des menaces qui ne vont pas disparaître dans les années qui viennent. La première d'entre elles, le terrorisme djihadiste, que nous nommons et que nous décrivons tel qu'il est, tel qu'il existe aujourd'hui, avec sa virulence. Ce terrorisme djihadiste subit des défaites territoriales et militaires au Levant, en Syrie et en Irak, mais il ne va pas disparaître pour autant. Il va se reconfigurer, il va se disséminer, il va toucher des régions qui jusqu'à présent étaient peut-être épargnées, il va s'intensifier dans des régions où il était présent, mais pas forcément très virulent. Donc la menace terroriste djihadiste va rester quelque chose de tout à fait structurant à l'avenir. Nous avons aussi les menaces liées à tous les conflits régionaux qui entourent notre continent. Le conflit ukrainien ne va pas se résorber du jour au lendemain, même si on peut espérer des solutions. Le conflit syrien, même s'il connaît là encore des transformations, reste quelque chose qui va peser sur la recomposition du Proche et du Moyen-Orient. Les conflits que nous connaissons en Afrique, nous voyons bien la difficulté que nous avons à stabiliser la bande sahélo-saharienne, nous voyons bien la difficulté qu'il y a à stabiliser la Centrafrique. Bref, toute cette ceinture d'instabilité aux frontières du continent européen, tout ça ne va pas se résorber. Et donc, c'est d'abord ça, les menaces auxquelles nous allons devoir faire face dans l'immédiat et dans les prochaines années, c'est d'abord les menaces qui sont
toujours présentes aujourd'hui. Et puis il y a celles qu'on peut anticiper, celles qu'on peut prévoir, même si on ne sait pas encore sous quelle forme elles vont se manifester précisément. Ce sont des menaces qui deviennent plus ambiguës. Ce sont des menaces qui s'exercent dans un espace encore très flou qui est le cyberespace. Tout le monde sait qu'il s'y passe beaucoup de choses. Les révolutions technologiques auxquelles nous sommes confrontés sont d'une ampleur quasiment sans précédent. Elles ont des effets ambivalents, c'est-à-dire on peut en tirer profit comme on peut se voir créer des vulnérabilités à cause de cela. Donc dans le cyberespace, nous avons des menaces très sérieuses auxquelles nous ne savons toujours pas forcément faire face, auxquelles nous devons adapter nos doctrines également, et puis nos matériels. Bref, nous avons des enjeux considérables liés à la cyberdéfense. Vous avez également, pour aller dans un champ encore plus lointain, a priori, l'espace, ce qu'on appelle l'espace exo-atmosphérique, les satellites. Aujourd'hui, quand vous avez des puissances mondiales qui développent des technologies permettant de neutraliser des satellites, et quand on voit combien nous sommes dépendants des satellites pour nos communications, pour le fonctionnement de certains systèmes, vous voyez bien que le champ de la conflictualité, pardonnez-moi ce jargon, mais le champ de la conflictualité va se déplacer également dans des espaces jusqu'alors relativement marginaux. Donc c'est ça aussi que nous avons voulu décrire, en faisant prendre conscience que certes nous avons aujourd'hui des conflits ouverts à nos portes, nous avons une menace terroriste très forte sur notre sol, mais il y a aussi d'autres enjeux, peut-être plus globaux, plus immatériels, qu'il faut prendre en compte. Le cyber, l'espace, ça, ce sont des éléments de nouveauté par rapport au précédent exercice, le livre blanc de 2013, qui parlait déjà du risque terroriste et puis aussi du risque de l'affrontement des puissances. Absolument. Ces éléments de nouveauté, ce sont par exemple, donc vous le disiez, le cyber, l'espace. Mais au total, est-ce que nous sommes dans une continuité avec les réflexions précédentes ou dans une discontinuité? Est-ce qu'on va vers une rupture, vers des ruptures stratégiques? Je ne suis pas certain que nous ayons de grandes ruptures stratégiques. Nous avons des évolutions stratégiques. Je pense que, comme vous le disiez, beaucoup d'éléments étaient déjà présents en 2013, que ce soit la menace terroriste, que ce soit le retour des puissances qui concernent la Russie, la Chine. On voyait bien la militarisation accrue d'un certain nombre de puissances de second rang également dans notre environnement. Tous ces phénomènes étaient déjà présents. Donc il n'y a pas eu de véritable rupture en tant que telle, mais il y a des évolutions. Et ces évolutions, elles sont de notre point de vue des évolutions qui vont amener plus d'incertitude. Nous sommes dans une période en transition. La transition, c'est quoi? C'est un système international qui était relativement bien régulé, qui connaissait évidemment des échecs, qui connaissait des failles, mais relativement bien régulé, dans lequel il y avait un petit nombre d'acteurs agissant, les grandes puissances, qui trouvaient des terrains d'entente ou en tout cas des moyens d'amortir les chocs. C'était vrai après la Deuxième Guerre mondiale, avec tout le système bipolaire qui avait été mis en place, et puis après la fin de la guerre froide. C'était difficile aujourd'hui, il est complètement chamboulé. Et c'est ça le phénomène peut-être majeur. Évidemment, nous sommes d'abord frappés par les attentats terroristes, nous sommes frappés par les guerres, nous sommes frappés par ce qui se passe au Sahel, mais j'allais dire en toile de fond de tout ça, il y a une évolution stratégique majeure qui est le dérèglement du système international et l'apparition d'ordres ou de désordre alternatif. C'est-à-dire qu'on avait un système, et aujourd'hui on a un système qui est en transition, qui se détricote, qui subit les coups de boutoir d'un certain nombre de puissances, que certains acteurs ne reconnaissent plus. Et les acteurs, ça peut être des États, ça peut être la Russie qui viole certains traités quand elle annexe la Crimée, ça peut être la Chine qui fait prévaloir des rapports de force dans son environnement, ça peut être les États-Unis qui aussi s'affranchissent du multilatéralisme quand ça les arrange, et puis ça peut être aussi des organisations non étatiques. Une des premières actions de l'État islamique en Irak et au Levant, ça a été de faire disparaître les frontières entre la Syrie et l'Irak. Voilà des acteurs qui contestent l'ordre international. Et tout ça crée plus d'incertitudes. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va avoir peut-être pas des ruptures majeures, mais qu'on va avoir des évolutions qui toutes concourent quand même à rendre notre environnement beaucoup plus instable. Il y a l'état des lieux que vous dressez, il y a les menaces prévisibles que vous anticipez. Et puis, il y a ce que sera notre positionnement, nos engagements, Absolument. les contrats opérationnels. Comment va-t-on traduire tout ça en termes de capacité? Où sera notre ambition? La France va-t-elle avoir à, comme on le dit, à intervenir partout? Quelle ligne adoptez-vous sur ces questions? Alors, celle de notre
de notre réaction à ces Absolument. menaces. Ça constitue la dernière partie de notre rapport. Nous avons dressé l'état des lieux, nous avons essayé de voir un peu plus loin, et nous avons un chapitre que je trouve assez intéressant sur les évolutions justement de la conflictualité, où on parle des ambiguïtés des nouvelles menaces, du durcissement de certaines d'entre elles également, qui ont beaucoup de conséquences pour nos forces armées, évidemment. Et donc la troisième partie, c'est que pouvons-nous faire face à tout cela, face à cet environnement que nous décrivons comme durablement instable, comment réagit-on et comment s'adapte-t-on? Nous n'allons pas, petite précision méthodologique, il ne nous était pas demandé de définir ce qu'on appelle les contrats opérationnels, c'est-à-dire, pour faire un peu grossièrement, le nombre de chars ou d'avions que nous devions avoir pour nos armées dans les années à venir. Ça, c'est la loi de programmation militaire qui arrive, qui sera soumise au Parlement au printemps prochain, qui le définira. Nous sommes en fait la phase introductive de cette loi de programmation militaire. Il n'empêche que nous avons un certain nombre, évidemment, de recommandations. La première d'entre elles, et qui est à mon sens la plus importante, c'est que dans cet environnement extrêmement instable qui nous attend, que nous connaissons et qui va continuer, la France doit maintenir ses compétences, doit maintenir son modèle d'armée. C'est-à-dire un modèle d'armée qu'on qualifie de complet, même s'il n'est pas absolument, on ne l'est jamais dans l'absolu, mais en tout cas, sa capacité à agir de façon relativement autonome, même si on vise parfois l'autonomie totale, mais on sait bien qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, nous ne pourrons pas tout faire partout. Donc nous devons avoir un certain nombre de priorités, mais nous devons surtout avoir la capacité de réagir face à l'ensemble de ces menaces. Le militaire parle de la capacité d'entrer en premier sur un théâtre. C'est un atout Est-elle français. réaffirmée ? Oui, absolument. Vous soulignez un point qui est très important dans les aptitudes des armées françaises que nous voulons non seulement maintenir, mais améliorer et rendre encore plus performants. Il y a ce qu'on appelle l'entrée en premier, c'est-à-dire la capacité d'aller au besoin seul sur un théâtre de crise de façon rapide et de façon efficace, sans avoir forcément à attendre l'aide des autres. Ça, c'est une capacité déterminante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'environnement stratégique tel qu'il est aujourd'hui, et singulièrement en Europe, la France, je ne dirais pas que la France est seule, mais je dirais que la France est singulière. La France est un pays qui a l'arme nucléaire, est un pays qui fait partie de l'Union européenne, de l'OTAN, qui fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a un modèle d'armée complet et qui a une armée qui agit. Qui ne reste pas l'arme au pied. Et donc, voilà, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier dans notre environnement. Il y a les grandes puissances, mais qui jouent, j'allais dire, dans une autre catégorie. Et puis, parmi les autres puissances, mais qui ont des responsabilités globales, il y a la France. Et je pense que c'est pas fanfaronné que de dire ça, c'est pas être arrogant ou suffisante que de dire que le modèle d'armée complet que la France a doit être maintenu. Ça exige une forme de remontée en puissance, mais pas une remontée en puissance, j'allais dire, pour le simple plaisir de l'affirmer et là encore de rouler des mécaniques. Une remontée en puissance parce que nous avons beaucoup de défis devant nous et que la France, si elle veut être crédible pour elle-même, pour défendre ses intérêts, pour défendre ses populations, mais également pour créer des bonnes coalitions, pour créer des bonnes coopérations, pour attirer nos partenaires, nous devons maintenir ce modèle. Et ça exige d'abord que nous, sans doute, que nous développions certaines capacités, vous l'avez cité, notamment tout ce qui concerne l'entrée en premier, parce que c'est déterminant pour nos partenaires pour venir avec nous, mais nous devons également, je crois, regarder avec beaucoup de lucidité ce que nous pouvons faire seuls et ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire en coopération. La coopération n'est pas un gros mot, en tout cas ne doit pas l'être. Dans le monde qui vient, nous devons être aussi conscients de nos limites. Donc nous avons eu dans cet exercice, et j'y étais beaucoup attaché, une tension permanente, une tension c'est un grand mot, mais en tout cas une forme de tension entre qu'est-ce qui relève des ambitions que nous devons avoir et des ambitions qui sont forcément globales compte tenu du rôle de la France, et puis une réalité qui nous ramène peut-être à quelque chose de plus modeste, ou en tout cas à un bon équilibrage. Moi j'ai été très sensible à ce que nous trouvions le point d'équilibre dans cet exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, nous devons nous préoccuper de l'ensemble des menaces, tout en étant conscients qu'il y a certaines menaces auxquelles nous aurons à faire face en coalition, sans être forcément le leader de ces coalitions. Et puis, il y a des endroits, singulièrement, j'allais dire, Europe, Méditerranée, Afrique, où nous avons des responsabilités particulières. Et donc, sans en faire une priorité absolue, parce que dans le monde où nous sommes, je crois qu'il n'y a
Il n'est plus possible de faire des priorités géographiques absolues. Le monde se rétrécit du fait de la globalisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons quand même avoir cette articulation optimale entre ce qui est de l'ordre de, j'allais dire, notre proximité géographique, culturelle et historique qui nous impose des responsabilités particulières, et puis ce qui est de l'ordre du global, pour lequel nous devons avoir une vigilance, pour lequel nous devons avoir un intérêt, mais où nous devons être conscients que nous ne pourrons pas tout faire seuls. Lors de ces travaux, 3 mois intensifs, avez-vous progressé avec l'épée de Damoclès budgétaire au-dessus de la tête? C'est-à-dire chaque fois, en confrontant les ambitions que vous estimez nécessaires à, si j'ose dire, au mur budgétaire dont on sait qu'il pèse lourdement sur les épaules de la défense. Oui, le souci était de rendre une copie cohérente, effectivement, par rapport aux contraintes budgétaires qui sont celles de la France, en ayant tout de même, dans notre feuille de route, une trajectoire qui a été fixée par le président de la République, dont nous n'avons pas de raison de douter, qui est celle des 2% du PIB pour le budget de la défense à horizon 2025, et j'allais dire plus avant les engagements qui ont été pris sur les prochaines années, c'est-à-dire 1,8 milliard l'année prochaine, 1,7 milliard les années suivantes pour son quinquennat. Nous avons ça en tête, nous avions tous cette trajectoire en tête, mais encore une fois, ces questions budgétaires vont être beaucoup plus pertinentes au moment où va s'aborder la loi de programmation militaire. Et là où on va vraiment parler des capacités à mettre en œuvre. Et là, c'est un autre exercice. Pour notre part, nous avons intégré cette contrainte, bien évidemment, mais je dirais qu'elle était peut-être moins prégnante dans la description de l'environnement stratégique qu'elle le sera pour la définition de nos capacités. Vous avez animé ces travaux, les travaux de ce comité qui, comme je le disais, regroupait des personnalités tout à fait diverses, des militaires, des experts, des diplomates, chacun avec leur façon de voir, leur tropisme respectif. Les uns plutôt tournés vers telle région du monde, par exemple l'Afrique, les autres regardant plutôt vers l'Europe, vers l'Europe de l'Est, vers les relations transatlantiques. Comment avez-vous géré ces différences d'approche et qu'est-ce qu'elles vous ont appris sur les lignes de force qui traversent finalement notre position dans le monde, notre diplomatie, notre position stratégique? Est-ce que vous avez appris sur la place de la France dans le monde à travers ces débats? D'abord, d'une façon générale, j'ai beaucoup appris. Et j'ai été confronté en permanence à mes limites. Et c'est pour ça que je loue vraiment la vertu de cet exercice qui est collégial. Et je le répète, ce n'est pas le rapport d'Enjean, pas du tout. C'est vraiment un rapport d'un comité de rédaction de la revue stratégique où chacun a beaucoup apporté. Nous avons en plus beaucoup consulté, indépendamment du fait que nous étions 17 personnes autour de la table, chacun avec nos expériences et nos compétences. J'étais sans doute le moins qualifié de tous parmi les gens présents qui étaient tous de grande qualité. J'ai surtout appris qu'on avait une qualité extraordinaire. Nous avons des militaires qui ont beaucoup vécu, qui ont vécu des expériences tout à fait exceptionnelles à travers les opérations qu'ils conduisent. Nous avons une diplomatie qui est de rang mondial, nous le savons. Nous avons des experts dans le cyber qui sont tout à fait remarquables, des chercheurs qui sont en relations internationales, qui ont des vues très pertinentes. Donc on a une richesse, on a eu une richesse de réflexion tout à fait intéressante. La façon dont j'ai pu animer ce groupe, ça a été d'abord de libérer la parole. Pas de tabou, on a tout mis sur la table, on a eu des discussions extrêmement franches. Ça allait avec une contrepartie qui était la confidentialité totale pendant les 3 mois de travaux. Et j'ai vu avec plaisir que ça avait été respecté. Rien n'a fuité sur justement la teneur de nos échanges, qui ont parfois été, sinon vifs, du moins animés, pour définir nos priorités, pour définir ce que je vous disais tout à l'heure, entre ceux qui considèrent que, évidemment, on doit d'abord s'en tenir à une priorité, mettons, méditerranéo-africaine, parce que c'est la géographie, parce que c'est l'histoire, parce que c'est aussi notre zone de projection sans doute la plus facile, et puis ceux qui disent mais attention, il se passe des choses ailleurs, et puis aujourd'hui, j'allais dire, un câble sous-marin coupé très loin de nos côtes affecte presque autant notre sécurité qu'un conflit qui se déclare dans une région africaine, et c'est pas faux. Donc voilà, on a jonglé avec ça en permanence, mais c'était particulièrement enrichissant.
moi, je trouve une chose qui m'a beaucoup frappé et que je mets au crédit de nos responsables militaires. Je l'avais déjà expérimenté un peu parce que je passe beaucoup de temps avec eux par ailleurs dans mon mandat. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les premiers conscients que l'action militaire ne peut pas tout, ce sont les militaires eux-mêmes. Et cette lucidité sur les limites de l'action militaire, c'est quelque chose que nous devons prendre en considération aujourd'hui. Nous voyons bien que, vu la complexité des crises dans lesquelles nous sommes engagés, l'action militaire seule ne peut pas tout résoudre. Je pense en particulier au Sahel, où nous sommes durablement engagés, où nous avons fait des missions militaires qui ont été des succès. Les opérations Serval a été un remarquable succès. Barkhane remporte aussi beaucoup de succès. Nous avons des opérations qui fonctionnent bien, mais qui usent beaucoup. D'abord, il faut être conscient de ça. Et puis, dont on se rend compte chaque jour que si elles ne sont pas accompagnées de politiques de développement, de politiques qui permettent de modifier aussi la gouvernance de ces pays d'une façon un peu plus vertueuse, si ce n'est pas accompagné d'efforts économiques massifs, tout ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, j'étais très heureux de constater que c'est les militaires eux-mêmes qui nous amènent à ces réflexions. Et je crois que là, ça nous a conduit d'ailleurs à dire que dans les 5 fonctions stratégiques qui ont été, depuis quelques années, dans le corps de doctrine français, nous avons souhaité mettre un accent particulier sur la fonction de prévention. On a beaucoup parlé ces dernières années de la fonction de l'intervention, parce qu'évidemment, c'est là où on se projette, c'est là où on agit, mais en amont de cette intervention, il y a toute la fonction de prévention. Et la fonction de prévention, elle a notamment 2 aspects qui m'ont paru très importants. Le premier aspect, c'est une présence permanente sur des points d'appui qui sont en particulier pour nous les Outre-mer. Nous avons cette richesse extraordinaire d'avoir, et ça a peut-être été un peu trop négligé dans les précédents livres blancs, et moi je tiens à ce qu'on exploite particulièrement ces présences-là à travers le globe, aussi pour nos forces militaires. Et puis la deuxième chose, c'est l'approche globale des crises, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas s'engager quelque part aujourd'hui si on n'a pas une stratégie qui intègre les questions de développement, les questions de gouvernance, les questions diplomatiques, les questions d'économie. Et on le voit encore une fois, là où nos forces sont engagées aujourd'hui, elles sont les premières à nous le demander. Ça a été un grand enseignement. Arnaud Danjean, merci beaucoup. Merci à vous.